Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. Vibration. De retour sur Vibration et 8FM les amis, soyez les bienvenus pour ceux qui prennent l'émission en route. Ça va être l'heure de la chronique de l'étrange. La chronique de Julie bien sûr, mais avant, petit rappel, si vous voulez faire comme Vanina juste avant, qui nous a contacté, si vous avez vécu des phénomènes paranormaux ou inexpliqués et que vous souhaitez les partager à l'antenne comme Vanina, eh bien c'est très simple, écrivez-nous à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. Et maintenant, c'est à toi ma chère Julie, dis-nous tout. Eh bien, j'avais envie un petit peu de changer, là, en ce moment, des poltergeists, des fantômes, des objets hantés. C'est réchauffé, tout ça. Exactement. Et je me suis dit, pour changer un petit peu, quoi de mieux qu'un peu d'ovni ? Voilà, on est friand d'ovni. Ah, voilà. Alors, chers auditeurs, ce soir, laissez-moi vous emmener au cœur de l'une des affaires les plus intrigantes de l'histoire de l'ufologie. Rien que ça. Et, t'as vu, je me moque pas de le vous. Teasing. Imaginez une forêt sombre, une base militaire en effervescence et des lumières inexpliquées dans le ciel. Nous sommes en décembre 1980 dans une région paisible du Suffolk en Angleterre. Mais ce calme apparent va bientôt être brisé par une série d'événements si étranges qu'ils résonnent encore aujourd'hui comme l'un des plus grands mystères non résolus de notre époque. Bienvenue à Rendlesham Forest, là où l'inconnu a laissé une empreinte indélébile. Rendlesham Forest. Tout à fait. Tu l'as très très bien dit du premier coup, aussi, bravo. Toi aussi. T'as vu ? Bien T'es bluffé, hein. Ouais. Dans la nuit du 26 décembre 1980, la base aérienne de RAF Woodbridge, utilisée par l'armée américaine, est plongée dans le silence habituel d'une veille de Noël. Mais peu après minuit, deux militaires en patrouille, le sergent Jim Penniston et l'adjoint John Burroughs, remarquent des lumières inhabituelles dans la forêt voisine. Pensant d'abord à un avion qui aurait pu s'écraser, ils s'équipent rapidement et partent inspecter la zone. À leur arrivée dans la forêt, ils sont immédiatement frappés par une étrange atmosphère. Une lumière pulsante, presque hypnotique, émane d'un objet qu'ils décrivent plus tard comme triangulaire, posé au sol avec des inscriptions semblables à des hiéroglyphes sur sa surface. Le silence est oppressant, à peine perturbé par un bourdonnement mécanique. Jim Penniston s'approche suffisamment pour toucher l'objet. Il déclare ressentir une chaleur étrange sous sa main et, dans un mélange de fascination et de peur, il prend note des motifs gravés sur sa surface. Mais après quelques minutes, l'objet s'élève doucement dans les airs avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Oh, le vénard. Ouais, franchement, le vénard. Extraordinaire cette première rencontre. Ouais. La nuit suivante, le 27 décembre 1980, le calme apparent de la forêt de Rendlesham est une nouvelle fois brisé par une série d'événements aussi inexplicables qu'effrayants. Tout commence peu après minuit lorsque des lumières étranges, oscillant entre rouge et bleu, sont aperçues dans les bois près de la base militaire de Woodbridge. Intrigués et méfiants, des soldats partent enquêter sur ces lueurs inhabituelles. Une autre équipe, dirigée par le lieutenant Charles Holt, décide alors d'enquêter et s'enfonce dans les profondeurs de la forêt. Équipé d'un enregistreur à bande, Holt documente minutieusement ce qu'il voit et ressent dans la forêt dans un précieux rush audio de 18 minutes. Bon, c'est beaucoup, hein ? Oui, il a vraiment tout enregistré depuis son départ de la base jusqu'à leur retour. Alors que Holt et son équipe avancent dans les bois, ils assistent à une série de phénomènes lumineux qui semblent les surveiller ou jouer avec eux. Les faisceaux de lumière se déplacent avec une précision troublante, illuminant parfois leurs visages et leurs équipements avant de disparaître dans le noir profond de la forêt. L'angoisse monte dans l'enregistrement à mesure que Holt tente de garder son sang-froid. Sur la bande, Holt mentionne également des relevés anormaux effectués sur le terrain. Le compteur Geiger montre des radiations supérieures à la normale, rapporte-t-il d'une voix troublée. Il parle de marques au sol semblant correspondre à l'atterrissage de l'objet non identifié. Les arbres environnants portent des traces de brûlures inexpliquées, comme si une énergie intense avait traversé la zone. What is it? We don't know, sir. So can I get some? Yeah, it's a strange, small red light. You'll see maybe a quarter to half mile, maybe further out. L'enregistrement de Holt, qui sera plus tard rendu public, est aujourd'hui considéré comme l'un des témoignages les plus captivants de cet incident. Dans l'obscurité de la forêt, sa voix, calme mais empreinte de tension, décrit des lumières mouvantes qui semblent se diviser et se recomposer. Holt parle d'un faisceau lumineux descendant soudainement près de sa position,
provoquant un silence effrayant parmi les hommes. Et ça peut se comprendre, hein. Oui, moi je n'aurais pas mené très large. Oui, c'est clair. Les témoignages des soldats et du lieutenant Holt sont déjà intrigants, mais ce sont les preuves physiques relevées les jours suivants qui rendent l'incident de Rendlesham Forest encore plus fascinant. Sur les lieux où l'engin aurait atterri, une inspection minutieuse révèle des anomalies troublantes. Les premières constatations sont faites dès le lendemain du premier incident. 3 dépressions triangulaires sont repérées dans la clairière où Penniston et son équipe affirment avoir vu l'objet posé. Ces marques, espacées de manière parfaitement symétrique, mesurent environ 17 cm de diamètre et sont profondément enfoncées dans le sol. Les enquêteurs militaires trouvent également des traces de brûlures sur l'herbe et la végétation environnante, comme si une source de chaleur intense avait touché la zone. Plus troublant encore, lorsque des scientifiques civils sont appelés à examiner la zone, ils rapportent que le sol, à l'intérieur des empreintes, montre des signes de compaction inhabituels. Ah ouais ? Et oui, parce que figure-toi que cela suggère qu'un poids extrêmement important a été appliqué sur une surface très limitée, bien au-delà de ce que pourrait produire un véhicule ou une machine terrestre courante. Très intéressant. Et c'est partout. À l'aide d'un compteur Geiger, Holt et son équipe enregistrent des niveaux de radiation supérieurs à la normale sur le site de l'atterrissage présumé. Ces relevés montrent une concentration notable de rayonnement dans les empreintes triangulaires et autour des arbres proches. Bien que les niveaux ne soient pas alarmants pour la santé humaine, ils sont suffisamment élevés pour indiquer une activité inhabituelle. Des échantillons de sol et de végétation sont également prélevés pour analyse. Bien que les résultats des tests complets ne soient jamais officiellement publiés, des fuites affirment que la composition chimique du sol aurait été altérée par un processus thermique inexpliqué. Super intéressant. Rien que ça. Ah ouais. Les arbres environnants montrent également des traces de brûlure, mais uniquement d'un côté, celui faisant face à l'endroit où l'objet aurait atterri. Un autre phénomène intrigant est rapporté par les militaires ayant assisté à l'incident. Lors des apparitions des lumières, leurs équipements de communication cessent de fonctionner correctement. Les radios grésillent et se coupent, et les boussoles montrent des fluctuations inexpliquées. Holt lui-même rapporte que sa lampe torche, pourtant neuve, s'éteint inexplicablement à plusieurs reprises lorsqu'il s'approche des lumières. Plusieurs témoins affirment également avoir ressenti une sensation étrange de picotement dans l'air, comme si une charge électrique invisible s'était propagée dans l'atmosphère. Lors de l'enquête, plusieurs clichés sont pris par les militaires pour documenter les traces et les anomalies. Pourtant, lorsque le film est développé, les images sont soit noircies, soit complètement blanches. Incroyable. Ce phénomène est attribué à une interférence électromagnétique, preuve supplémentaire pour beaucoup qu'une force inconnue a bien affecté les lieux. Les sceptiques, quant à eux, avancent que cette défaillance pourrait être due à une erreur technique ou à un problème matériel, sans pour autant réellement convaincre. En même temps, ça fait beaucoup, il y a beaucoup de choses là. Et tout corrèle vraiment en un seul point, le fait qu'il y ait vraiment eu quelque chose d'extraterrestre cette nuit-là. Des années plus tard, des experts reviennent sur les lieux pour analyser la croissance des arbres autour de la clairière. Super. Ils découvrent que certains arbres présentent des anneaux de croissance anormaux correspondant précisément à l'année 1980, date des événements. Ces anomalies, souvent attribuées à une source d'énergie intense ou à un stress environnemental soudain, relancent le débat sur ce qui s'est réellement passé à Rendlesham Forest. Cette affaire, bien qu'extraordinaire et passionnante de par les preuves récoltées et le crédit particulier des témoins des événements, ne sera révélée au grand jour que 3 ans après les faits, à la une du journal britannique News of the World, avec pour titre « UFO lands in Suffolk and that's official ». Un ovni a atterri dans le Suffolk et c'est officiel. Des années après les faits, certains des protagonistes se décident à parler publiquement. Charles Holt, dans une déclaration officielle, confirme qu'il croit que les événements de Rendlesham Forest impliquaient une intelligence inconnue. Jim Penniston et John Burroughs, quant à eux, continuent de clamer qu'ils ont vécu quelque chose de surnaturel. Burroughs, après des décennies de problèmes de santé inexpliqués, obtient des documents déclassifiés prouvant qu'il a été exposé à des niveaux de radiation anormaux pendant l'incident. Et tiens-toi bien, en 2015, il obtient que le gouvernement lui rembourse et prenne en charge tous les frais médicaux en lien
avec une lésion cardiaque directement imputée à sa rencontre avec le phénomène OVNI de 1980. Waouh! Une grande première. Ah ouais, dingue! Aujourd'hui, Rendlesham Forest attire des curieux du monde entier. Des panneaux d'information guident les visiteurs à travers les lieux clés des événements de 1980. Les chasseurs d'OVNI s'y rendent régulièrement, espérant capturer eux aussi un aperçu de l'inexpliqué. L'histoire de Rendlesham Forest reste un mystère fascinant, un de ces récits qui nous pousse à regarder le ciel avec un mélange de curiosité et de crainte. Alors, que s'est-il réellement passé ces nuits-là ? Chers auditeurs, je vous laisse avec cette question. Peut-être qu'un jour, nous aurons une réponse. Mais en attendant, la forêt de Rendlesham garde ses secrets comme une sentinelle silencieuse des mystères de l'univers. Merci beaucoup Julie, encore une fois un dossier passionnant. Ouais. Ah, l'ufologie quand même. Hein. C'était incroyable et tellement de preuves collectées dans ce dossier que je ne pouvais pas passer à côté. C'est sûr. Mais bon, comme le gouvernement, il garde un petit peu tout ça secret, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux. Mais là maintenant, avec toutes les preuves qui commencent à être déclassifiées de plus en plus, là maintenant la question, j'ai envie de dire, elle est vite répondue. Voilà, on va dire ça. Allez, les amis, on va se faire une petite pause musicale et on revient juste après avec un nouveau témoignage, cette fois-ci celui de Delphine. Ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur 8FM avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur 8FM.